Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. L'envoyé de Dieu. Sachant qu'il avait encore devant lui quelques bonnes récoltes de café, comme on dit dans notre jargon villageois pour désigner une personne dont l'âge ne lui permet pas de mourir maintenant, il était, comme qui dirait, ouvert à toutes les expériences. Pour un homme de Dieu, c'était exceptionnel. Ce n'est pas la peine de dire ce qui lui valait une telle distinction. Il est des êtres qui ne se reconnaissent dans aucune histoire, qui se veulent hors de tout espace-temps. Il est des êtres qui ne se reconnaissent dans aucune histoire, qui se veulent hors de tout espace-temps. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau un de ces êtres-là. Mackenzie Oxel, qui nous a pondu L'ombre animale, un livre qui a eu un succès pas possible, qui a remporté 4 prix littéraires et parmi eux le prix Littérature Monde, le prix Éthiophile, invité d'honneur cette année de Livre en folie. Oxel, le bonheur. Ouais, le bonheur, on peut le dire. Et je suis très, très touché et très honoré d'être l'invité de cette foire. C'est une foire très importante pour Haïti. Et pour moi aussi, c'est important parce que ça va me permettre vraiment de placer des pions, de toucher des lecteurs en Haïti et de faire connaître mon travail et chez moi. Je voyage beaucoup, je fais pas mal de choses ailleurs et je me suis toujours dit qu'il fallait que ce moment vienne pour toucher le public haïtien, pour toucher des lecteurs. Et il y en a ici. Hein. Ah oui, il y en a plein. Hein. Alors, on va feuilleter la foire Livre en folie dans quelques instants. Mais l'ombre animale, cette femme avec cette voix d'outre-tombe, est-elle un être qui est hors de tout espace-temps? Est-elle un être sans histoire? Les deux sans histoire parce que c'est une femme qu'on ne connaît pas. C'est une femme qui a eu une enfance très difficile, qui a grandi dans une famille pauvre et dans un village au beau milieu de nulle part. Son père, Mackenzie, alors pas moi, le personnage, c'est un être ignoble et sa mère, c'est une femme soumise. Donc, elle a grandi comme ça au milieu des vaches et des poules et elle ne connaît rien du monde extérieur. Et elle a vécu longtemps, très longtemps, très vieille. Et à partir du moment où elle est passée de la vie à la mort, et là, elle commence à parler. Elle commence à parler comme si la mort pouvait nous libérer, pouvait libérer la parole. Et elle nous parle depuis ce lieu qu'on ne connaît pas. Pourquoi ce lieu? Parce que moi, j'ai toujours tendance à partir du plus loin possible pour atteindre ce qu'on appelle l'universel qui n'existe pas en littérature, parce que le local non plus. Parce que quand on parle, quand on écrit, on parle de l'humain. Et l'humain est universel. Alors, Mackenzie, et je te coupe rapidement la parole pour te dire que le propos de cette dame n'a pas une facture romanesque. Au fait, je n'ai pas lu ce livre comme un roman. Mais moi, je ne suis pas romancier. Hein. Les gens, les éditeurs, ils ont besoin de mettre une étiquette sur le livre parce qu'il y a le marché, il y a toute une chaîne qui existe, donc il faut mettre une étiquette. Mais moi, ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est d'essayer de mettre la poésie au service du récit ou l'inverse. C'est-à-dire, je passe mon temps à essayer de trouver ce point où la poésie touche le roman. Et quand ça arrive, ça donne ça. C'est-à-dire un souffle comme ça, comme un parfum qui traverse l'espace et une parole comme ça qui est libérée et qui suit son cours. Alors, on sent que cette femme
du temps où elle vivait, elle ne pouvait pas faire des marquages intellectuels. Elle ne pouvait pas marquer une plus-value émotionnelle, esthétique. On sent que dans la mort, elle prend en valeur. Est-ce que ça correspond à ta vision de la mort? Est-ce que pour toi, la mort valorise notre essence? Moi, je pense que la mort, en tant que vivant, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Quand on parle de la mort, on ne sait pas de quoi on parle, c'est flou, c'est l'ailleurs. Et moi, je voulais savoir. Je pense que la littérature nous permet d'aller vers des zones inhabituelles, vers des zones complexes. Et cette femme, elle ne pouvait pas parler avant parce que tout simplement, sa voix n'était pas importante. Parce que Mackenzie n'arrêtait pas de parler. Mais Mackenzie n'arrêtait pas de parler. Mackenzie prenait toute la place. Et moi, je pense que l'émotion était là. La vie était là. Les sentiments étaient là. Mais elle ne pouvait pas les exprimer. Et dans sa parole, je ne pense pas que ce soit une parole intellectuelle, mais tout simplement une libération, une envie de dire, une rage. Alors justement, merci de le dire, cette femme n'est pas nécessairement une femme lettrée, mais elle est capable de parole. Ouais. Elle est quand même capable d'intelligence. Ouais. Est-ce que tu es en train de dire que les illettrés sont capables d'intelligence? Je ne pense pas que l'intelligence soit quelque chose... On a tous quelque part une certaine intelligence. On a tous une vision du monde. On a tous une façon de voir les choses. On a tous une manière d'appréhender, d'aborder, d'habiter les choses et les êtres. Et pour moi, ça, c'est important. Parce que mon travail en tant qu'écrivain, ce n'est pas étaler mon intelligence. Je n'écris pas avec ma tête, j'écris avec mon ventre. Le plus important pour la parole littéraire, c'est la sincérité et l'honnêteté. C'est la parole vraie. Donc tu trouves que dans nos sociétés, si je considère l'élan de l'ombre animale, dans nos sociétés, il y a toujours des systèmes machistes qui briment la parole de la femme. Est-ce que l'ombre animale est un cri féministe? Est-ce que ce livre peut être récupéré par des mouvements de femmes? C'est un récupéré. Que ça serve, tu vois, de credo, de manifeste. Moi, je pense que ça peut... Manifeste, non, parce que je ne suis pas du tout dans cette démarche de dire aux gens et ce qu'il faut faire, de dire aux gens, voilà, c'est comme ça on fait. Il n'y a pas de manière de faire, façon de faire idéale. Il y a la liberté de dire. Cette femme nous dit tout simplement qu'il est possible de parler, qu'il est possible d'imposer sa voix, qu'il est possible de penser librement et de vivre librement, même à partir du lieu de la mort. Et ça, c'est très contradictoire. C'est la littérature. Oui, absolument. Et c'est une femme qui est malheureusement tripotée par son père, Mackenzie. Ouais. C'est une femme qui a un regard lucide sur cette pratique-là. Elle dit, mais tu n'as que mon corps, tu n'as pas moi. Ouais. Tu ne pourras jamais m'atteindre. Ouais. Est-ce que tu penses que dès qu'on atteint le corps, l'intégrité physique, ce n'est pas l'être qu'on atteint? Et tout ce qu'on peut penser par rapport à ça, ce n'est que de la spéculation mentale. Mais nous sommes atteints. Oui, mais le corps, il faut dire que le corps représente et préfigure ou figure deux choses, deux dimensions. Il y a la dimension physique, la chair, ce qu'on peut toucher, et voilà. Et puis, il y a la dimension spirituelle. C'est-à-dire, tous les sentiments, toutes les passerelles, toutes les zones de réflexion, de pensée qui traversent ce corps, qui habitent ce corps. Et donc, elle, dans sa parole, elle a fait et c'est cette différence. Elle a dit, moi, mes zones de pensée, mes zones de réflexion, mes zones de vision du monde, de façon d'aborder, ma conscience, tu ne l'as pas atteinte. Tu as atteint que cette partie, ce plateau de chair, le palpable, c'est tout ce que tu as atteint, le paraître. Mais tu n'as pas atteint l'essentiel. Voilà. C'est aussi une femme, alors le roman, on va dire, s'il faut appeler ça roman, mobilise deux personnages, Dieu et l'envoyé de Dieu. Est-ce que tu voulais taquiner les chrétiens? Parce que Dieu, comme personnage, il va mourir. L'envoyé de Dieu, c'est un pervers rentré, un pervers narcissique. Est-ce que tu en as marre de Dieu, Mackenzie, comme écrivain, du vrai Dieu, celui qu'on donne comme étant le vrai Dieu? Non, je pense... Est-ce que tu l'emmerdes? Non, il ne m'intéresse pas. Il ne sait pas que je suis là, je ne sais pas qu'il est là. Donc voilà, je ne peux pas prouver qu'il existe, je ne peux pas prouver qu'il n'existe pas. Donc voilà, tranquille, moi je fais mon truc et Dieu... il fait son truc voilà, de son côté avec ses anges. Voilà, il fait son truc. Et j'ai tout simplement décidé d'appeler mon personnage Dieu.
Et il y en a plein. Il y en a plein des prénoms comme ça en Haïti, des prénoms bizarres. Dieu, Marie, Ouais, Joseph. on a parlé avant Voilà. le tournage. Dieu l'Hermeson, Voilà. mon ami. Et donc, du coup, si tu veux, tout le livre est basé sur cette dichotomie. Sur ce dialogue entre le visible et l'invisible, d'où le titre « L'ombre animale, l'animal de la vie, l'ombre de la mort ». J'aurais pu l'appeler tout simplement « L'invisible avec un trait d'union entre un et visible ». Ouais. Donc, sur ce dialogue entre un monde pré-cartésien, un monde sauvage, où la modernité n'existe pas, et un monde développé, si on veut, civilisé, lumineux. Voilà. Ouais. Et à un moment donné, je me suis posé cette question. Mackenzie, est-ce que tu veux être cet écrivain-là qui regarde le monde de son lieu ou qui participe? Ou qui donne à voir sa présence personnelle dans l'histoire racontée. Ouais. Et donc, du coup, je me suis divisé, je me suis coupé en deux, Mackenzie, le personnage horrible, et Orcel. Histoire de me sonder, d'explorer des zones cachées, zones cachées de moi-même. Alors, je tombe à la page 111. Le personnage, il dit « Il est des personnages qui sont prêts à tout pour être vus, aimés. Sinon, ils se considèrent comme disparus. Et d'autres qu'on ne voit jamais, qui semblent mener leur vie discrètement, loin du monde, et qui réussissent malgré tout à être présents. » C'est quand même un personnage qui philosophe aussi. Oui, mais elle fait tout. C'est parce qu'on fait, c'est parce qu'on n'a pas fait des études, des grandes écoles, qu'on peut pas avoir une réflexion philosophique. Parce que la philosophie parle de l'humain. Ouais. Donc l'humain qui parle, je ne dis pas qu'il philosophe, mais au moins quelque part, si on creuse, il y a une... Il y a quand même matière philosophique. Voilà, Ouais. voilà. Et cette phrase, je l'ai mise aussi dans ce livre pour moi, quelque part. Moi, je fais plein de trucs. C'est-à-dire, j'ai un planning qui va jusqu'en été 2019. Là, je peux te dire ce que je vais faire en mars 2018. Et donc, le plus important dans tout ça, ce n'est pas la reconnaissance. Il ne faut pas écrire pour plaire. Il faut écrire pourquoi? Il faut écrire. Écrire, pour l'acte d'écrire. On ne sait pas. Pour on laisser, écrit parce qu'on n'a pas le choix. Pour laisser vivre cet être de langage. On n'a pas le choix. C'est comme quand on a envie d'aller aux toilettes. Il ne faut pas réprimer cette envie. C'est vital. On sent qu'on ne peut aller que là. Voilà. Mais je reviens à cette phrase, Mackenzie. Il est des personnages qui sont prêts à tout pour être vus. Est-ce que, en faisant des choses pour être vus, est-ce qu'en faisant des choses pour être vus, ou en ne faisant pas des choses pour être vus, on ne sera pas quand même vu? Tu vois l'idée? Qu'on manifeste sa présence au monde, ou non, on sera quand même vu. Oui, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Quand on écrit un bouquin, je suppose qu'on ne le fait pas pour être vu, pour être accepté, pour être applaudi. Mais comme il y a une machine derrière, il y a un éditeur, il y a tout ça, et voilà, les gens, ils vont en parler en bien ou en mal. Donc, forcément, on est vu. Ouais. Alors, c'est aussi un regard sur le pouvoir économique dans ce livre. Et c'est quand même une intelligence économique qu'elle a pu développer et avec son langage d'outre-tombe. Elle dit, mais putain, un riche, c'est déjà pas modeste. Alors, s'il est intellectuel en plus, c'est le bordel. Quand on a autant de fric et qu'on habite dans une baraque comme ça, on ne s'amuse pas à lire, à gloser sur tout et rien, lui balancer à la figure son fils unique. On invite des gonzesses, on fait la fête, on profite de la vie. Là, je vais te piéger. Est-ce que ça correspond à ta vision personnelle des riches, des possédants? Oui et non. Non, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement riches et qui sont quand même des lecteurs, qui investissent leur fric dans la culture. Il y a des mécènes. Voilà. Ouais. On peut regarder l'histoire de la culture, l'histoire universelle de la culture. Les artistes avant, ils avaient des mécènes, ils produisaient et grâce à Oui, ils étaient soutenus par de riches. Mais c'est vrai que si on veut rester en Haïti,
la bourgeoisie, ce qu'on appelle entre guillemets la bourgeoisie haïtienne, n'investit pas son argent dans la culture. Et les lecteurs en Haïti sont des jeunes comme toi et comme les autres. Donc, les débats, les discussions autour de la littérature, de la culture se passent dans les bars, ici, dans les bars, c'est-à-dire dans les lieux qui sont rarement fréquentés par les riches. Ouais. Bon, le titre aussi de ce livre, L'ombre animale, mais c'est qui l'ombre? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est Mackenzie? Est-ce que c'est Dieu, l'envoyé de Dieu? C'est qui l'ombre animale? L'ombre, c'est la partie invisible du livre, c'est-à-dire le lieu qu'on ne connaît pas, ce lieu. Elle parle de ce lieu, mais nous, en tant que lecteurs, on ne sait pas. On ne connaît pas ce lieu. Et je pense que ce côté sombre du livre, ce côté sombre d'elle-même et de tous les autres personnages, pour moi, c'est l'ombre. Et l'animal, c'est le fait de sortir de soi-même pour aller vers l'autre. Est-ce que l'ombre est nécessairement animale ou il s'agit là d'une manifestation, d'une intelligence du titre? C'est un choc. C'est un choc. Et la vie qui, à un moment donné, rencontre la mort. Et ça donne quoi? L'ombre animale. C'est-à-dire, on a les deux là. On a l'énergie et on a la non-énergie. Alors, cette voix d'outre-tombe, cette femme qui parle pendant tout le livre, on sent qu'elle n'est pas inconfortable dans le lieu de la mort. On sent qu'elle n'a pas mal. Morte. Je sais pas, tu l'as... Je l'ai senti, ça. Comme ça? Sa voix est d'une finesse, une élégance, une portée, une clarté. On sent qu'elle n'a pas mal. On sent qu'elle exprime des blessures. Non, elle a pas mal. Elle est bien. Ouais. Elle est bien parce qu'elle parle. C'est ça, je pense que le bonheur... Ah ben voilà, souvent, on tombe dans le concept. Ça peut provenir de là. De ce lieu où on est libre d'être soi-même, de parler, de s'accepter et d'accepter l'autre ou le refuser. Est-ce que tu penses que, vivante, elle aurait pu parler quand même? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais si on regarde l'histoire de cette famille, ce n'est pas évident. C'est-à-dire Mackenzie, c'est un personnage qui a eu une enfance très, très, très difficile. On a tué ses parents sous ses yeux. La mère, c'est une femme achetée. Donc, à un moment donné, Mackenzie s'est dit, bon, il me faut une femme. Il est allé au marché, il a acheté, il a payé comptant pour cette femme. Et donc, si tu veux, c'est une histoire faite de blessures, de mal. Et donc, elle est le fruit. Elle est le fruit de cette histoire. Ouais. Il y a trop de choses à porter. Il y a trop d'histoires à l'intérieur de cette histoire. Et on sent aussi qu'il y a des personnages dans ce livre qui sont ce que j'appellerais des personnages ovnis, qui planent sur toute l'étendue du livre. L'inconnu, par exemple, qui est... Au masculin ou au féminin? Au masculin déjà, Okay. qui est un lisieur de destin. C'est un arnaqueur. Il est arrivé dans ce village de nulle part et il a fait quoi aux gens qu'ils pouvaient lire leur destin et tout de suite les gens ils ont commencé à défiler chez lui parce qu'ils voulaient savoir, ils voulaient connaître demain. Ouais. Alors je voulais aussi te poser cette question. Alors l'histoire se déroule dans un village au milieu de nulle part, parce que le machisme est plus prononcé en milieu campagnard qu'en milieu urbain? Ce serait ça un peu ta vision de la chose? Oui, non, mais je pense que ça m'a permis de remettre en question certaines traditions. Traditions de petits villages, certains codes, des mystères. Il y a toute une mythologie dans ces lieux-là. Et donc, ça m'a permis de vraiment approcher ces façons d'habiter le monde. Ouais. Il y a des chants aussi dans ce livre. Il y a des passages que je considère comme des chants. Si je prends le dernier passage, Vers la lumière, c'est pas que de la poésie. On sent qu'il y a une voix qui chante. La chambre se noie dans son silence habituel. Je ne sais plus quel temps il fait. Distinguer hier d'aujourd'hui, c'est la même histoire. On sent qu'elle philosophe, qu'elle chante, qu'elle écrit de la poésie. Elle est bien, elle parle. Ouais. Elle est très bien. Est-ce que pour toi, dès qu'on décède, toutes les voix se mélangent en nous? Ouais, il y a une vieille phrase qui dit quand on meurt,
Le mort est dans la vérité et nous dans le mensonge. Donc, le mort, il a déjà traversé tout ça, la vie. Il connaît, il a déjà subi ou vécu, je vais me permettre ce mot, la trifidité de la vie. C'est-à-dire naissance, je vis, je meurs. Et donc, je pense, alors, l'écrivain en moi pense que le mort, il a une vue prenante sur la vie. Alors, la première phrase. Je suis le rare cadavre ici qui n'ait pas été tué par un coup de magie. Dans les petits villages, ça n'existe pas, de mort naturelle. On ne meurt jamais de sa belle ça mort. n'existe pas. Ou un coup de machette dans la nuque. Ouais, parce que j'ai mis cette phrase parce que plus tard, on va savoir que Orcel, il ne parle pas après avoir vu cette décapitation une nuit. Et tu ajoutes, là ça peut fâcher quelques adeptes du vaudou, ou une expédition vaudou. Et si on te dit que dans le vaudou, on ne fait pas d'expédition, c'est une philosophie de vie. Je ne remets pas en question le vaudou, c'est juste... Tu dis expédition vaudou quand même. Ben, on dit ça dans les villages, c'est une expédition vaudou. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une intervention vaudou, c'est-à-dire des démons, Là, on est en plein dans l'ésotérisme. Ouais. Là, je vais te piéger. Est-ce que tu penses qu'un vaudouisant peut faire une expédition maléfique? Non, parce que je ne crois pas à ça. Ouais. Non, je ne pense pas. Alors, est-ce ce serait dénigrer le vaudou, là. Ouais, absolument. Mais il n'y a pas de point dans ton livre. C'est pas important. Ouais. C'est pas important parce que le livre est construit comme ça aussi, comme une sorte de litanie, de chant. C'est une voix qui avait soif de parler et pour une fois, elle peut le faire et elle veut pas de point, elle veut pas de fin. Et la dernière phrase du livre, et toi, vas-tu nous raconter quelque chose? Elle prend la parole et elle la passe à la fin. Mais donc, c'est une histoire qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, comme la mort, comme la vie. Ouais. Moi, après avoir lu le livre, je me suis dit, mais au fait, elle s'adresse à qui? Est-ce qu'elle s'adresse à ses enfants? Est-ce qu'elle s'adresse à moi comme lecteur? Est-ce qu'elle s'adresse à un critique littéraire? À qui elle s'adresse? À elle-même. Et du coup... À qui veut l'écouter, à qui veut entendre. Donc du coup, ce livre-là serait un accident de parcours dans la circulation du propos de cette dame. Un moment. Ce livre-là est tout simplement un moment. Un moment dans la vie du monde, dans la vie de l'humanité, dans la vie de quelqu'un. C'est un moment. C'est un moment parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. C'est comme cette émission. Ouais. On arrive, on parle, on discute et après on s'en va, on va faire autre chose. Donc, c'est un moment. Et aussi, il y a la dimension onirique de la chose. Elle dit « Je rêve mieux dans mes rêves », suivi d'une pléiade de carrioles attelées à des bêtes. Un homme vêtu de blanc faisait son entrée triomphale au village. On sent que cette femme avait des rêves, elle voulait vivre des choses, elle a un appétit de vie. Mais le machisme a quand même étouffé ses rêves. Oui, mais elle les a quand même vécus dans sa tête, dans son corps. À partir du moment où tu prends la parole, il y a plein de choses qui se réalisent pas dans la vraie vie, mais dans son intimité, dans sa tête. Et ces rêves sont très importants parce que en lisant le livre, on a comme l'impression qu'elle n'arrête pas d'essayer de réaliser ses rêves dans ses rêves. C'est-à-dire ses désirs, ses fantasmes, elle n'arrête pas d'essayer de les réaliser dans ses rêves, c'est-à-dire en dormant. Et comme ce n'était pas possible dans la vraie vie, elle les réalise dans ses rêves. Et donc, du coup, on a l'impression que toutes les questions qu'elle s'était posées dans son vivant, elle arrive à trouver des réponses dans ses rêves. Mais est-ce qu'elle donne des leçons aussi, cette dame? Non. Des leçons de vie? Est-ce qu'elle en donne? Peut-être. Parce qu'elle dit, on n'avait pas tout parce qu'on ne peut tout avoir. Elle dit, toute histoire racontée s'en va avec une partie de soi-même. Si on veut. Elle raconte sa vie. Et après, comment ça va toucher le lecteur, comment ça va toucher son interlocuteur, ça, on ne peut pas savoir. Peut-être que
pour elle, c'est tout simplement une parole comme ça qui s'est détachée. Et pour le lecteur, c'est une leçon de vie. Je vais encore t'interpeller personnellement, là où elle dit on n'avait pas tout parce qu'on ne peut tout avoir. Est-ce que tu penses qu'on ne peut vraiment pas tout avoir? Est-ce que ce n'est pas là un dispositif capitaliste? C'est pas possible. On est fait de plein de vides. Et justement, le capitalisme profite de ces vides. Le capitalisme regarde, cherche ces vides et te propose de quoi les combler. Mesdames et messieurs, l'ombre animale, Mackenzie Orsel est sur le plateau, délivrez-vous. C'est une conversation fulgurante, le temps de votre première respiration. Allez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. La chambre se noie dans son silence habituel. Je ne sais plus quel temps il fait. Distinguer hier d'aujourd'hui, c'est la même histoire, le même présent qui continue comme une litanie à travers chaque grain de poussière qui s'élève de cette route, chaque dos qui disparaît, chaque rêve qui s'éteint. La mer au loin et ses fantômes, la lueur renouvelée de la lampe, les minces fils du jour qui glissent dans les interstices de la porte et dessinent au sol des arabesques que la nuit submerge de son encre. Les acrobaties de l'araignée peaufinant son palais de fil, le souffle du vent au-dessus des cases abandonnées d'où j'entends encore résonner les voix disparues. Ce sont aussi ma voix. Mots, je n'ai que vos grandes gueules, vos imprudences, vos refus, vos hystériques instantanées. Quelles maintenant ne scintillent que par le vide velouté de la mort. Le temps passe avec ses loups, ses faux fous rires, ses camions chargés vers les villes. Je suis sa puanteur. La puanteur qui n'a pas droit aux larmes, aux obsèques et toutes ces choses dont les morts se foutent pas mal. Je ne suis pas morte, je vais à ma rencontre. Je t'avais prévenu, ça n'a absolument rien à voir avec une histoire. Je ne ferai toujours que vomir, crier pour ne pas m'étouffer. La parole des morts est une parole solitaire, car les vivants sont des vases vides, ils n'ont d'écoute que pour eux-mêmes. Je crains que tout ce que j'ai fait depuis tout ce temps, c'est de causer avec moi-même, jouir en grattant rageusement ma plaie. Je suis une charogne, je m'appelle toi, comme ma mère, comme ma grand-mère, comme la grand-mère de ma grand-mère. Dans notre village, les filles portent toutes le prénom de leur mère. Et toi, comment tu t'appelles? Vas-tu me raconter quelque chose? C'est cette naïveté, en même temps, cet élan philosophique. Du coup, j'ai une question, Mackenzie. Est-ce que cette femme, elle parle depuis la mort, parce que la mort est ce seul lieu au sein duquel l'autre ne peut pas nous atteindre? C'est peut-être le seul lieu au sein duquel nous sommes en sécurité, la mort. Je ne peux pas parler de la mort. Hein? Je ne peux pas parler de la mort, mais le plus important dans tout ça, c'est cette parole. Elle vient d'où, cette parole? Est-ce qu'elle vient de la mort ou est-ce qu'elle vient d'elle-même, de ses expériences, de sa vie? Moi, je pense qu'on peut parler depuis n'importe quel lieu. L'écrivain écrit de son enfance, de ses vécus, de ses voyages, de tout ça. Ce sont des lieux. Ouais. Ce sont des lieux. Je pense que le lieu de la mort, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour libérer la parole. C'est un prétexte pour dire qu'on peut écrire de son trou, de nulle part. On peut parler de nulle part. Mais qu'est-ce qu'on dit? Et quel qu'ait pu être le lieu de cette parole, est-ce que toute parole n'est pas nécessairement une imprudence, un risque, une mise à nu de soi? C'est un risque. Et si on ne parle pas? Écrire, c'est prendre des risques. Et si on n'écrit pas, si on ne parle pas, qu'est-ce qui arrive à la pensée, Mackenzie Orsel, au monde? Non, mais la pensée a besoin, la pensée philosophique, la pensée tout simplement, a besoin de la transmission.
de la parole, de l'écriture. La circulation de la pensée se fait à partir de tout ça. Donc, si on arrête de parler, si on arrête d'écrire, la pensée ne se reproduit pas, donc l'humanité se meurt. En quelque sorte, oui, mais la mort, c'est ça. La mort, c'est le silence aussi. C'est quand le temps s'arrête. Il y a un moment où on a l'impression que le temps s'arrête dans la vie, ou dans sa vie personnelle. Et là, on a aussi l'impression qu'on fait l'expérience de la mort. Parce que là, il n'y a rien qui s'exprime. Il n'y a pas de vent qui souffle. Il n'y a pas de transmission. Il n'y a même pas l'autre. Parce que c'est tout qui s'arrête. Et donc, je pense que... mais tous les jours, dans sa vie, on fait cette expérience. Il y a un moment où on a l'impression que c'est fini. Ouais. Mais j'aime bien que tu dises ça. On a l'impression que c'est fini. Est-ce que c'est toujours la mort de soi, dans le sens où il serait impossible d'avoir une mort collective? Même si on meurt tous au même endroit, on meurt quand même avec soi-même, on meurt pour soi-même. Donc, est-ce que la mort... La mort collective, oui, elle existe. Et Jacques Coumet n'a pas cessé de nous dire « Attention, attention, nous mourrons tous. » Jacques Stéphane Alexis l'a fait aussi dans tous ses livres. Alors, page 31, à quoi bon dire faire les choses correctement selon les normes si on n'en tire aucune jouissance? Ça, j'ai adoré. Tu connais ton bon ami, le bonheur, c'est partout, c'est tout le temps. Je me suis dit, mais c'est vrai ce que tu dis là. À quoi bon dire faire les choses correctement selon les normes si on n'en tire aucune jouissance? Est-ce que tu es en train de dire que nos systèmes de régulation doivent exister que pour donner de la résonance à nos envies naturelles? Il faut s'amuser beaucoup. Hein, que ce soit dans une émission ou dans l'écriture ou dans la vie, il faut s'amuser. Il faut faire les choses parce qu'on aime, parce qu'on est passionné et par ça. Et ça, c'est très important. Et du coup, quel est ton regard sur les normes, Mackenzie Orsel, sur la loi, cette dame-là qui bode ses yeux certaines fois? Le citoyen que je suis n'a pas le choix. C'est-à-dire, je vis dans une société, il y a des lois, il y a des règles. Le citoyen, il suit. Mais l'écrivain que je suis est libre. Donc, il n'y a pas de normes quand j'écris. Quand j'écris, je ne suis pas un pays occupé. Je pense à personne. Voilà. Je fais mon truc, je m'amuse. C'est un art difficile d'être véritablement soi-même. C'est toujours elle qui parle. Tu le penses vraiment ça, sincèrement? C'est difficile d'être véritablement soi-même? Mais le soi-même, pour moi, c'est une quête. C'est-à-dire, c'est ce qui me permet, moi, de continuer dans cette démarche littéraire. Parce que quelque part, je me cherche aussi. Je me pose, je ne cesse pas de me poser cette question. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais là? Donc, du coup, pour toi, le déploiement d'une vie, c'est toujours une quête vers soi-même, voir de quoi nous sommes faits, de quel matériau nous sommes constitués. Une quête vers soi-même qui passe par l'autre. Donc, il y a dans ce livre non seulement un engagement, tu me permettras le mot, féministe, esthétique aussi, mais l'État n'est pas interpellé dans ton livre, Mackenzie. On sent qu'il ne t'intéresse pas beaucoup, ce monsieur qui s'appelle l'État. L'État est là dans la dernière partie du livre, dans la partie qui se passe dans la capitale avec l'histoire de cet homme qui s'appelle Fokio le Dur, qui travaille à la fois et qui opère à la fois pour l'État et l'opposition. C'est celui qui appelle la police, qui coince les policiers, qui va manger leur chair et qui met un os sur leur corps. Et c'est une façon de mettre en scène la corruption, tout ça, quoi. Alors, en termes de technique d'écriture, j'ai senti dans ce livre une véritable fidélité envers tes personnages. C'est compliqué d'écrire un livre avec plusieurs personnages. On peut les oublier dans le déploiement du livre. On sent que tu as eu en toi cette velléité de rester fidèle à tous tes personnages. Je ne peux pas les oublier, ce sont mes enfants. Et puis, je suis tous mes personnages. Tout ce qui leur arrive m'arrive aussi. Je pleure avec eux, je danse avec eux, et je les écoute beaucoup. Il ne faut pas croire qu'on a beaucoup de pouvoir sur ces personnages. Ils parlent aussi, ils ont leur vie, une histoire. Et moi, je suis constamment dans un dialogue avec eux. Alors, il y a même un personnage dans ce livre qui s'appelle Bouboule qui est arrivé comme ça. Qui a son bar, qui s'amuse, qui boit. Comme ça. Et à un moment donné, il m'a dit, bon Mackenzie, c'est bon. Moi, c'est fini, voilà, je me casse de ton livre. Et ça arrive aussi. Alors là, on a plus de 300 pages. À quel moment, en écrivant ce livre, tu as eu des doutes, Mackenzie? Tout le temps. Aujourd'hui encore. Là, en te parlant, j'ai des doutes.
C'est-à-dire, si on me demande de reprendre ce livre, voilà, je vais changer des choses. C'est-à-dire, un travail littéraire, ça ne se termine pas. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de point final. Il y a toujours des choses à revoir. À un moment donné, bon, on dit, bon, c'est bon, et voilà. Ouais. Et on va mettre en OK et tout. Mais ça continue. J'avais dit ça en liminaire, en introduction. Ce livre a quand même eu 4 prix littéraires. Le prix Louis Guillot, le prix Étiophile, le prix Littérature Monde et le prix de la Delphes. C'est un livre qui a eu un bon succès. C'est un livre qui a participé à t'installer comme figure d'écrivain. Tu es cette année l'invité d'honneur de Livre en Folie, la plus grande manifestation du livre en Haïti. Tu n'as pas encore 40 ans. Qu'est-ce que tout ça te fait? Là, comme ça. Je suis très content pour l'œuvre. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui découvrent mon travail, qui en parlent un peu partout dans le monde, 5 continents. Et je suis aussi content pour Mackenzie Orsel, pour l'homme que je suis. Donc ça me permet de vivre, voilà, de me réaliser, et ça, c'est très important. Mais il ne faut jamais aller dans le sens de la reconnaissance. Moi, quand on me dit Mackenzie, j'ai adoré ton livre, c'est bien, ok, merci. Et après, moi, je repars sur autre chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de... je ne vais pas refaire l'ombre animale parce que ça a marché. Je vais essayer de prendre un autre risque. Ouais. Alors, la rumeur dit que tu cuisines un autre livre pour Livre en Folie. Ouais. Est-ce que tu peux effleurer vaguement les énergies qui traversent le nouveau livre? Il y a plein de choses là qui sont en cours pour Livre en Folie. On réédite, enfin, on réimprime Les Immortels et chez Mémoire d'Encrier. On réimprime aussi Les Latrines. Et il y a un recueil inédit qui sort chez Mémoire d'Encrier aussi qui s'appelle Le Chant des Collines. Je publie un livre avec l'Aigle Édition qui s'appelle Miro Miba en créole. Ça va être mon premier livre en créole. Et plein de choses. Plein de choses. Mais sinon, là, je termine un roman qui sort chez Zulma en 2018, un autre roman. Qui aura quel titre? Je n'ai pas encore le titre. Ouais. Ouais. Ben, j'ai quelques titres, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que pour toi, le titre est une nécessité esthétique? C'est une entrée très importante. C'est très important pour toi. Tu ne badines pas avec le titre. Les Immortels, ça traduit bien le reste. Les Latrines, pareil. L'ombre animale, pareil. Et le prochain, je cherche encore un titre qui va être une entrée pour le lecteur. Enfin, qui va répondre aux questions quelque part du livre. Alors, l'ombre animale dit des choses de toi que tu lis Marguerite Yourcenar, par exemple, quand tu la reprends, qui dit « Notre grande erreur est d'essayer d'obtenir de chacun, alors en particulier les vertus qu'il n'a pas, et de négliger de cultiver celles qu'il possède. » Marguerite Yourcenar, c'est une écrivaine que tu lis et tu en lis d'autres. Si j'ai bien compris, Alexis est dans ton panthéon personnel un être important. Mais on écrit parce qu'on a lu, ça c'est très important. C'est une question qui ne se pose même pas. C'est impossible, on ne peut pas écrire sans avoir lu. Et moi je vis avec les livres. Et lequel des Jacques-Stéphane Alexis? Tout. Jacques-Stéphane Alexis, c'est comme le cochon, il n'y a rien à jeter, tout est bon. C'est-à-dire, il a écrit que des grands livres, hein, de Compère Général Soleil, Les Arts Musiciens, L'espace d'un ciment et le dernier, L'Étoile absinthe. Ouais, qui est sorti tout récemment. Ouais. C'est un grand écrivain qui m'a appris beaucoup de choses. Hein. Et tu suis aussi les jeunes qui commencent à émerger. Ah oui, bien sûr. Je pense vraiment qu'il y a une nouvelle jeunesse en Haïti, une jeunesse qui bouge. Donc, toi, Jean d'Amérique, Eliezer, B.O. et toute la bande. Ouais. Et moi, je pense que c'est très important d'essayer. Alors, Fleur... de regarder ce qui se passe. C'est Fleur de Ghetto, je ne sais plus. Une petite fleur du ghetto. Ouais, petite fleur du ghetto de Jean d'Amérique. Que j'ai lu. Tu as beaucoup touché, il me semble. Oui. Pourquoi ça t'a touché, ce livre? Parce que c'est un livre sincère. C'est un livre sincère. C'est très difficile de se donner à voir dans ses fragilités, dans ses vérités profondes. Et dans ce livre, c'est un cri qui se libère. C'est un cri qui nous touche, tout simplement.
Est-ce qu'il y a un autre livre que tu voudrais recommander aux auditrices, aux téléspectatrices, aux téléspectateurs, délivrez-vous? Un livre qui s'appelle Pas dans le cul de Jana Serna. C'est une auteure tchèque qui... Mais ça, je ne le connais pas du tout. Hein. Peux-tu en parler, présenter le livre? Jana Serna est née, est une fille de parents célèbres. Sa mère, Milena Jesenska, c'était l'amante de Kafka. Ah ouais, quand même. Et elle était journaliste et écrivaine. Elle est entrée dans l'histoire de la littérature par son amitié épistolaire avec Kafka. Et bref, donc, Jana Serna a écrit ce livre dans les années 60. Et pour comprendre mieux ce livre, il faut faire une lecture des années 60. Les années où les contestations féministes s'enflamment, le rôle de la femme dans la famille, où la famille même est perçue comme un lieu d'aliénation. Et elle est arrivée avec cette phrase, pas dans le cul. Aujourd'hui, j'ai mal. Et puis j'aimerais bien d'abord un peu discuter avec toi. Peux-tu reprendre le titre? J'ai de l'estime pour ton intellect. Le livre s'appelle Pas dans le cul aujourd'hui. Voilà, ça c'est recommandé. Elle a écrit ça dans les années 60. Ouais, quand même. Et c'est un texte magnifique. C'est compliqué d'écrire ça dans les années 60 quand même. Hein. C'est compliqué d'écrire dans les années 60 et c'est compliqué d'écrire le livre comme ça. C'est une lettre. C'est une lettre qu'elle a écrite à son mari qui était aussi dramaturge et très connu, une figure de la résistance, Egon Dundee. Et aussi parce que c'est un petit livre de quelques pages très dense. Et c'est rare de tomber sur les grands livres de quelques pages. Ouais. Et là, je pense à L'inconnu à cette adresse, je pense à la symphonie pastorale, je pense à Soi, Alessandro Baricco. Et elle a réussi un coup de maître avec ce livre. On va faire des petits jeux maintenant, Orcel, avec un mot. Est-ce qu'il y a un mot que tu détestes? Tu le balances seulement, le mot que tu détestes. Moi? Est-ce qu'il y a un mot que tu aimes? Fenêtre. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimes? Toutes les femmes. Ça, c'est pas mal, toutes les femmes. Je suis un jeune, j'ai 20 ans, je n'ai jamais lu un livre de ma vie, Mackenzie Orcel. Toi qui es écrivain, quel conseil peux-tu me donner pour que je me mette à lire? Il faut lire pour naître, vivre, se dépasser. Naître, grandir, se dépasser. Se dépasser. Merci Mackenzie Orcel. Merci à toi. Je rappelle que Mackenzie Orcel, notre invité sur le plateau Délivrez-vous, a écrit L'ombre animale et d'autres livres avant, mais L'ombre animale a quand même eu un succès international, 4 prix littéraires, prix littérature monde, prix Louis Guillou, prix Étiophile, prix Adelphes. C'est un travail colossal qui a été salué par plusieurs jurys dans le monde, salué par plusieurs générations de lecteurs. Je vous invite à lire Mackenzie Orcel avec appétit. Le texte est disponible en librairie et sera à Livre en Folie où Mackenzie sera l'invité d'honneur. Mesdames et messieurs, continuez à charbonner votre intelligence. Restez toujours dans le gadon bonheur. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous.